Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et merci infiniment d'être au rendez-vous de cet entretien, rencontre et échange au nouveau numéro. Nous allons encore revisiter les derniers développements de l'actualité chez nous au Togo. Notre pays est en train de vivre une de ces périodes sensibles de son histoire politique, sensible parce que nous sommes appelés à voter le 29 avril prochain pour un doux scrutin, ce qui est une première dans notre pays, législatif et régional, mais aussi sur fond de cette nouvelle réforme qui divise la classe politique, les opinions, et depuis maintenant 2 ou 3 semaines, eh bien, on ne parle que de cette réforme voulue par les autorités en place. Samedi dernier, vous avez suivi la voix de ceux qui partagent largement cette nouvelle réforme. Aujourd'hui, je vais vous proposer un autre son de cloche, celui du professeur Komi Olu. Il est agrégé de droit, mais aussi et surtout secrétaire national du PCR. Monsieur Olu, merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour aux téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Voilà, vous avez accepté de débattre, échanger avec nous sur les questions brillantes de l'heure. Et on va commencer par les prochaines consultations électorales. Enfin, la date est connue. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Disons, tout en espérant qu'ils ne vont pas encore changer. Parce que aujourd'hui, ils disent quelque chose, le lendemain, ils disent autre chose. Disons bonne nouvelle, mais espérant qu'ils ne vont pas par un communiqué encore remettre en cause cette date. C'est ça. Et colère et surprise quand la date a été reportée. Oui, de façon anormale. Nous étions à la veille de la campagne. Du coup d'envoi. Des dispositions avaient été prises. Et je disais, il y a même des amis qui travaillent dans le secteur privé qui ont pris des congés spécialement pour ça. C'est ça. Et des panneaux ont été réservés et par un simple communiqué de la présidence de la République, on reporte la campagne donc corrélativement à la date des élections, ce qui est totalement anormal. Oui, donc c'est pas régulier. Ce n'est pas régulier. Alors, vous pensez qu'on doit le faire comment? Oui. Puisque les choses ont été faites par un décret. Oui. S'ils veulent reprendre, le minimum possible, c'est qu'ils prennent un autre décret, mais ils ne l'ont pas fait. C'est ça. Voilà. Oui, effectivement, donc c'est fait maintenant, parce qu'à partir de ce samedi, la campagne est ouverte. Oui, et nous nous sommes préparés pour ces élections. La campagne est ouverte, et je crois déjà à minuit, ce soir, la campagne peut commencer. Et prions le Seigneur que les choses se passent bien et qu'à la fin, nous ayons la victoire. Voilà. Donc, bien décidé à prendre part à ce scrutin malgré tout ce que vous dénoncez dans l'opposition, n'est-ce pas? Vous voyez, parfois nous avons l'intention que tout cela est fait à dessein pour que nous n'allions pas à ces élections. Nous n'allons pas leur donner cette occasion. Donc, on a tiré le son du boycott de 2018. Vous voyez, j'aime pas souvent qu'on parle de boycott, puisque je crois l'avoir déjà dit une fois ici, cela n'a pas été planifié. Ce n'était pas une décision concertée qu'on allait boycotter. C'est en fonction des discussions qui étaient en cours avec les facilitateurs d'alors, ce qui nous avait été dit, et que finalement, à la dernière minute, une sorte de non-respect de l'engagement, de la parole donnée. Plus ou moins, c'est ce qui nous a conduit à cette situation. Mais les faits sont faits. Oui. On ne peut pas refaire le monde, mais il ne faudrait pas que ça se répète. Oui. D'accord. Et donc, il y a tout dernièrement un certain regroupement de ces formations politiques de l'opposition qui est en train de se mettre en place. Est-ce que vous irez en rang soudé ou bien dispersé? Parce que chacun, dans sa chapelle politique, a déjà pris ses dispositions. Oui, disons que le regroupement actuel a été dicté par l'actualité également. Oui, nous en cette reparlons tout à l'heure. Modification de la Constitution. Donc, les dossiers avaient déjà été déposés, les partis politiques avaient déjà leur liste. Il est vrai que plusieurs mois avant cela, il y a eu des tentatives pour aboutir à certains regroupements, à certaines alliances politiques qui, malheureusement, n'ont pas abouti. Et bon, on fait avec. C'est ça. Oui. Rencontre échange, nouveau numéro de ce jour. Nous allons parler des faits marquants de l'actualité de ces derniers jours. Les 2 faits marquants, c'est surtout ce double scrutin et cette réforme en cours, en téléchargement, si on peut parler langage informatique. Effectivement. Oui. Alors, double scrutin, c'est une première législative et régionale. Est-ce que les Togolais seraient à l'aise à cet exercice? Est-ce que vous avez eu le temps d'expliquer
vos militants? Comment ça doit se passer? Ou bien il faut attendre d'abord l'ouverture de la campagne Bon, on n'a pas pu suffisamment donner les informations nécessaires, d'autant plus qu'il fallait avoir les spécimens pour pouvoir mieux expliquer ce qui nous a pas été, ce qui n'est pas pour l'instant à notre disposition. Et il est évident qu'il y aura des difficultés, mais ce serait une occasion aussi d'apprendre. Nous sommes dans une sorte d'apprentissage et on ne peut pas regretter ce regroupement. Peut-être qu'il aurait été souhaitable. Le fait de coupler les deux, c'est ça? Voilà. Pourquoi? Parce que finalement, si on doit faire toutes les élections séparées, présidentielles, communales, régionales, législatives, ça fait 4. Donc chaque année, on serait dans des élections. Le fait de coupler certaines d'entre elles, en soi, n'est pas une mauvaise chose. C'est ça. Mais on aurait pu ça fait un peu d'économie aussi pour le pays, c'est ça? C'est vrai. Oui, c'est vrai, pour éviter qu'on soit en permanence dans des scrutins. Voilà, c'est ça. Et les régionaux en eux-mêmes, ces élections régionales en elles-mêmes, qu'est-il directement lié à l'émergence de la démocratie ou à son enracinement? Ça contribue toujours à la décentralisation. Oui. Vous avez vu, pour certaines préoccupations beaucoup plus proches des citoyens, donc ces compétences sont au niveau des communes, mais il existe certains problèmes qui relèvent du développement, mais qui dépassent le cadre des communes. Ces questions pourraient être traitées à l'échelle des régions. C'est une première et on verra avec le temps. Sans conflit de compétences, parce que on a vu ce qui se passe déjà avec les conseillers municipaux, les communes, et la question de la territorialité. Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu cette question de territorialité avec les communes. Et je crois que, progressivement, le problème se résout. Ça, c'est du point de vue des territoires. Mais s'agissant donc des compétences, il appartiendra à la loi d'être beaucoup plus précise, de sorte qu'il n'y ait pas de conflit de compétences. Voilà. Dans la confusion aussi, on ne connaît pas très bien. On sait d'habitude le rôle classique des députés. Un conseiller régional, par exemple, un gouverneur de région. Oui, ce que nous disons que c'est par rapport au développement plutôt économique, s'agissant donc des conseillers régionaux. C'est orienté vers le développement économique de la région. C'est ça. Alors que le député, lui, il est plutôt sur le plan national. Et sur le plan national, il n'a fondamentalement que 2 missions. Et la première, c'est de faire des lois. Et la seconde aussi, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Voilà. Alors que de l'autre côté, ce sont des préoccupations plus économiques. D'accord. Voilà. Alors, l'autre sujet qui divise plus, c'est la nouvelle réforme. Alors, vous, professionnels du droit, dans quelles conditions peut intervenir une réforme de cette envergure? Vous voyez, il faut distinguer d'abord la révision de la Constitution du changement même de la Constitution. Changer, c'est dire qu'on introduit une nouvelle Constitution. Il faut savoir que c'est le peuple qui est le souverain. Et si on doit faire une nouvelle Constitution, c'est le peuple qui doit pouvoir le faire. Par contre, lorsqu'on veut modifier certains aspects de la Constitution existante, il y a 2 possibilités. Ou bien à l'Assemblée, on obtient la majorité des 2 tiers, malgré cela, on soumet ça toujours au référendum, ou on obtient la majorité des 4/5 et on ne passe plus par le référendum. C'est ça. Ça, ce sont des règles générales. Il y a en droit un principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale. Et notre Constitution a prévu une règle spéciale pour l'article 59. Et l'article 59, c'est celui qui se rapporte au mode de désignation du chef de l'État. Il dit clairement, et c'est un vote universel, bulletin secret, il dit mandat de 5 ans, renouvelable une fois. C'est ça. L'alinéa 2 du même texte précise que si on doit toucher à cet article, il faut nécessairement aller à un référendum. Il en résulte que quoi qu'on fasse,
qu'il s'agisse d'introduire une nouvelle constitution ou une modification, dès lors qu'elle porte sur cet article, l'Assemblée nationale n'a pas compétence pour le faire. Il faut nécessairement recourir à un référendum. Or, ce qu'ils sont en train de faire, touche à cet article. 2, c'est totalement changement de la Constitution. Ce n'est pas une révision. Ce n'est pas une simple révision. C'est ça. Ce n'est pas une simple révision, parce qu'on passe à une nouvelle république. Vous voyez, nous étions dans un régime dit semi-présidentiel, et on va vers un régime parlementaire. Eux-mêmes le disent clairement. Dans ces conditions, comment pourrait-on le faire à travers une simple modification, ou bien par l'Assemblée nationale, qui de surcroît, il ne faut pas l'oublier, son mandat a expiré. C'est ça. Mais de l'autre côté, on dit que non, il y a un article qui prévoit justement que les députés soient toujours en poste, exercent, n'est-ce pas, jusqu'à la mise en place. C'est une confusion totale. Et c'est regrettable. Est-ce qu'il y a ces dispositions quand même? Ces dispositions sont là. Oui. L'article 52 qui dispose que le député ou les députés en fin de mandat ou par dissolution restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective des nouveaux députés. C'est bien dit comme ça. C'est bien dit comme ça. Oui. Mais il faut comprendre pourquoi cela a été dit comme ça. Pour 2 raisons. Première, vous voyez, l'article 52 dispose que les députés sont élus 30 jours, dans les 30 jours avant la fin de leur mandat. Imaginons qu'ils soient élus, que les nouveaux députés soient élus, alors que les autres ne sont pas encore à la fin de leur mandat. Qu'est-ce qu'il y a? Ils restent en fonction. Jusqu'à ce que les autres... Ou bien, ils sont arrivés à leur mandat, à la fin de leur mandat. On n'a pas pu organiser les élections. Il y a un vide. Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Il faut pallier aux situations urgentes. Ou encore, oui, c'est ça, on est en guerre, ou peut-être il y a une situation d'urgence. Ces députés seraient amenés à faire face à la situation. C'est la raison pour laquelle ce texte a été adopté. Et vous voyez, un article similaire se rapporte au mandat du président de la République. Oui. Et cet article dispose que, malgré l'élection du président de la République, l'autre est en poste jusqu'à la prise de fonction. Oui, effectivement, du nouveau président. Mais donc, ici, c'est que leur mandat même a pris fin, totalement pris fin. Ils n'ont plus compétence pour modifier. Il y a un principe juridique qui dit ceci: la loi cesse là où cesse sa raison d'être. L'interprétation en droit n'est pas laissée au libre cours ou bien à la libre volonté de l'interprète. C'est comme des clés qu'on donne, on vous donne. Face à cette situation, voici les clés. Et ces règles sont nombreuses. Je vous ai dit il y a quelques instants que la règle spéciale déroge à la règle générale. La règle générale ne déroge pas à la règle spéciale. On vous dira par exemple que l'exception est d'interprétation stricte. Ce sont ces règles qui existent. Et il peut arriver que ces règles soient en opposition. On vous donne même la clé pour pouvoir le trancher. Par exemple, on dit, la loi, il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Mais cette règle peut être en conflit avec la règle selon laquelle la loi cesse là où cesse sa raison d'être. Il est admis que lorsque les deux sont en conflit, c'est la loi cesse là où cesse sa raison d'être qui l'emporte. Pourquoi? Parce que la finalité de la loi est fondamentale. Chaque loi a une raison d'être. S'il y a un article qui n'a pas sa raison d'être, il faut la supprimer. C'est ça. Forcément. Et dans ces conditions, chercher à interpréter un texte sans chercher sa finalité, c'est incompréhensible. J'ai déjà dit ça sur certaines chaînes, que j'ai écrit un article sur l'interprétation des lois que j'avais intitulé « À la recherche ». Tout le problème là, c'est une question d'interprétation. Effectivement. C'est les mêmes lois, les mêmes textes que les autres s'y utilisent pour justifier, légitimer. C'est parce qu'il existe des règles d'interprétation. Si vous ne suivez pas les règles d'interprétation, alors il y a problème. Il y a problème. Je prends et je disais dans cet article que chercher le sens de la loi, interpréter la loi, sans se référer à sa finalité, ce n'est pas simplement violer la loi, c'est trahir la loi. Ça, c'est une trahison même de la loi, ça. Vous voyez. Donc, ce qu'ils sont en train de dire d'un point de vue
juridique, ils savent que c'est erroné. Pour plusieurs raisons. La loi cesse là où cesse sa raison d'être. Et c'est évident que s'agissant d'une nouvelle constitution, l'Assemblée ne pourrait pas le faire. Et nous savons également, s'agissant de l'article 59, que dès lors qu'on remet en cause les règles se rapportant à l'élection du président de la République, il faut forcément aller à un référendum. Donc, il n'y a aucune justification juridique, quand on est de bonne foi, qui puisse tenir. C'est ça. Voilà. Et c'est là que vous évoquez le problème de la morale qui doit primer sur le droit. La morale, ce n'est pas que la morale doit primer sur le droit. Oui. J'ai parlé de l'éthique. C'est ça. En ce sens que la règle de droit est là. Oui. Mais il faut, dans l'interprétation même de la règle de droit, ou bien de l'application dans l'action publique, ou bien, oui, je vais dire dans la sphère publique, avoir des considérations morales également. Sinon, ça, comme on pourrait le dire, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et vous savez, le droit n'est pas destiné à créer des problèmes, mais c'est pour résoudre des problèmes. Si vous êtes en face de deux interprétations possibles, dont l'une peut conduire à une crise aiguë, il faut l'écarter. Je prends un exemple. Imaginez que ce que nos députés sont en train de faire, que le président de la République et l'Assemblée ne soient pas de même bord. Imaginons que ce ne soit pas ensemble qu'ils le font. Un président de la République qui prononce la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous avons peut-être un mois pour aller aux élections. Et les députés disent, bon, il y a eu dissolution, nous sommes encore en place en attendant, nous allons modifier la Constitution avant de partir. Imaginez cela un seul instant. Si le président de la République est d'un autre parti politique, l'Assemblée de l'autre, on aboutirait nécessairement à une crise institutionnelle. Vous voyez, une interprétation, une compréhension de la loi qui aboutirait à cette situation, la loi, c'est d'abord le bon sens. De sorte que les gesticulations des autres, je crois que je sais au fond de moi-même que juridiquement, ils ne sont pas mauvais. Certainement qu'ils ont d'autres raisons qui dépassent leur connaissance juridique. C'est tout. Alors, professeur, dites-nous, dans le concret, est-ce qu'il y a des conditions qui peuvent justifier, motiver un changement de régime prévu dans les textes de loi? Si vous avez un régime en place qui, dans son fonctionnement, pose problème, c'est ça. Vous pourriez dire... Qui a montré ses limites. Qui a montré ses limites. Regardez, je vous donne un exemple qui est d'actualité. Je crois qu'en Italie, ils sont en train de remettre en cause le régime parlementaire. Ils veulent revenir vers un régime présidentiel. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que c'est un régime suffisamment instable pour eux. Regardez, le Premier ministre ou le président du Conseil, selon effectivement, est le chef de la majorité parlementaire. Mais si vous allez aux élections et qu'aucun parti n'a de majorité parlementaire, il faut faire des alliances. Des alliances, oui. Et il arrive, comme on le voit dans certains pays, vous pourrez faire 6 mois même sans alliance. C'est-à-dire que vous ne parvenez pas à trouver... Vous ne vous entendez pas. Durant tout ce temps-là, ce sont des problèmes réels qui se posent. Vous pourriez aboutir à une alliance. Face à un problème donné, l'alliance se disloque. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous retournez à de nouvelles élections. Donc ça pourrait arriver à une situation d'élections répétées. Je crois que Israël a fait face à ces situations. Donc ceux qui sont en train de nous vendre en vantant les mérites donc, du régime parlementaire, je crois que c'est une attitude dolosive de leur part. Et ils ne nous montrent pas quelles sont les limites ou bien les difficultés qui résultent du régime actuellement appliqué. Cela aurait dû être d'abord la première de mes... Effectivement, on a rencontré tel problème, on a rencontré tel problème, on a rencontré tel problème. Pour cette raison, il vaut mieux essayer autre chose. Ils ne l'ont pas fait. Ils se contentent de dire le coût des élections. Or, par rapport à ce que je viens de vous dire, si on ne parvient pas à dégager une majorité parlementaire stable, on passera d'élection en élection. Un président de la République qui serait là peut-être à ne rien faire dans un régime parlementaire, mais nous devons quand même assurer son confort. Est-ce que ce ne sont pas des dépenses?
la répétition des élections potentielles lorsque la majorité parlementaire se serait disloquée, est-ce que ce ne sont pas des dépenses? Et vous voyez, le système juridique, disons, constitutionnel est aussi en rapport parfois avec l'histoire du pays. L'histoire du pays. Quand vous voyez par exemple ce régime en Angleterre, vous voyez qu'ils ont une reine ou un roi. C'est un royaume. C'est pareil pour la Belgique, si je ne me trompe pas. Bon, même si ce n'est pas le cas pour Israël. Mais nous n'avons pas cette tradition. Nous n'avons pas cette tradition. Et je crois que vous l'avez suivi probablement aussi, les déclarations du ministre Bawara, pas hier, les anciennes déclarations qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais il a dit, quand on regarde autour de nous dans les pays voisins, aucun pays ne l'a adopté. Oui, et qu'il a affirmé qu'il n'aime pas la fiction juridique. Et aujourd'hui, je ne sais pour quelle raison, ce revirement brutal, sans nuance même, pour vanter les mérites à outrance d'un régime parlementaire, des mérites parfois imaginaires. Ce sont des... Donc ça ne présente aucun avantage eux, ils parlent de plus de démocratie, plus de décentralisation. Je ne vois pas être plus proche. Je ne vois pas en quoi il y aurait plus de démocratie. Regardez dans le contexte togolais surtout. Ce sont les députés, le chef, le président du Conseil, c'est le chef du parti majoritaire. Donc l'élection des députés. Or, l'élection des députés, dans notre pays, déjà pose problème. Relativement au découpage électoral. Regardez, Lomé et Agoué font le quart de l'électorat. On a 14 députés sur 113. Et ce sont ces députés avec cette répartition unique qui vont élire plus ou moins, disons, le président de la République. Et ce sont c'est la majorité parlementaire qui résulterait de cette élection. C'est lui qui nous produira également le président du Conseil. Mais le peuple est pris en otage. Le citoyen n'a plus véritablement le contrôle et même l'expression de sa volonté. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps en nous disant que les répartitions des députés par région tiendraient compte des considérations géographiques également, qui ne peuvent en aucun cas être prépondérants. Et on nous dit que les députés doivent circuler pour aller sur... C'est faux également. Pour quelle raison je le dis? Ça, le député doit faire la loi, contrôler l'action de l'État. Pour ces besoins de proximité, les mairies sont faites pour ça. C'est ça. Donc, les mairies sont faites pour ça. Et il faut qu'on devienne sérieux dans notre façon de faire. L'élection du président au suffrage universel, au moins, permet de considérer un citoyen et une voix, ce qui est inscrit dans notre Constitution. Voilà. Il était aussi question de démystifier la fonction présidentielle, parce que, bon, vu notre histoire politique aussi, je me rappelle bien, c'est pour ça même qu'on avait essayé ce registre parlementaire pendant la transition. Au moins, oui. Si démystifie, au moins nous avons un président qui a un certain nombre de compétences. Et s'il est nourri pour ça, véhiculé pour ça, protégé pour ça, aujourd'hui on en aurait un qui ne sera pas choisi par nous. 2, le président du Conseil qui aurait tous les pouvoirs, qui n'est pas choisi non plus par nous. Et il suffit qu'au sein de son parti, on décide de l'évincer pour l'évincer. Ça. Donc ça devient une cuisine interne à la formation politique majoritaire. Et je ne crois pas qu'on puisse nous dire que ça convient le mieux pour les exigences démocratiques. Je ne crois pas. Les problèmes du Togo, vous voyez, quand vous faites un mauvais diagnostic, vous ne pouvez pas guérir le mal. Tout à fait. Ce n'est pas le régime semi-présidentiel qui fait qu'au Togo, il y a une impunité alors qu'il y a des détournements. Est-ce que c'est ce qui fait que les Togolais, ou la majorité des Togolais, une grande partie, ne parvient pas à manger à sa faim? Est-ce que c'est ce qui explique nos problèmes de chômage dans notre pays? Est-ce que c'est ce qui explique que dans nos hôpitaux, nous n'avons pas le matériel nécessaire pour soigner les malades? Je ne crois pas. Nous avons nos problèmes. Il ne faut pas créer d'autres problèmes pour venir ajouter avec les risques d'instabilité. Pardon. Allez-y, oui. Oui. Les risques d'instabilité
potentiels que recèle ce régime qui sont en train de nous imposer. Et si c'était le peuple qui avait choisi ce régime, il y aurait moins de problèmes. Il expérimenterait. S'il y a des problèmes, il revient à un autre régime. Ici, ce n'est pas un choix du peuple. On nous l'impose. Et visiblement, il y a d'autres agendas cachés derrière cette façon de faire. Parce que, vous voyez une assemblée dont le mandat a pris fin, qui le fait. 2, une assemblée qui n'en a pas le pouvoir, même si son mandat était en cours. 3, au lieu de faire de réelles consultations, ils le font en 2 jours. Est-ce que c'est sérieux vraiment? Je me pose des questions que nos députés, même en fin de mandat, puissent penser un seul instant qu'ils choisiraient qui ils veulent pour aller faire des concertations. Ce sont eux qui ont choisi qui ils veulent. Pour aller faire des concertations en 2 jours. Excusez-moi, mais c'est une plaisanterie de mauvais goût, ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas normal. Oui, donc vous n'appréciez pas ce rétropédalade pour aller consulter, parce que... S'ils étaient respectueux du peuple, ils auraient commencé par cette consultation. D'abord. Oui. Et une large consultation. Vous savez, dans certains pays, même si nous ne parlons pas de la Constitution, nous parlons de simples lois. Par exemple, le Code de la famille. On fait le projet. On débat. Même dans les universités, les enseignants enseignent la matière en disant, voici ce qui est en projet. Si on le fait, voici ses avantages, voici ses inconvénients. Et le législateur reste là, écoutant. Et peut faire même les adaptations possibles. Aujourd'hui, ce texte qui est adopté l'a été par des députés qui ne connaissent même pas son contenu. Ils n'ont pas eu le texte. Jusqu'alors? Avant même le vote, ils n'ont pas eu le texte. Oui. Beaucoup d'entre eux n'ont pas eu le texte. Certaines personnes favorables à ce changement, qui sont venues défendre ce texte, n'ont pas eu le texte. C'est quand même... Mais vous aussi non plus, n'est-ce pas? Je n'ai pas eu le texte. Alors qu'est-ce que vous critiquez finalement? Mais, raison de plus pour que je critique. C'est ça. Puisque je n'ai pas son contenu. Quand on te vend quelque chose emballé, et on te le vend, on te dit, ce n'est que 1000 francs. D'accord, je le prends à 1000 francs, emballé. Si je l'ouvre et que ce n'est que du sable. Vous voyez? Donc, ils vendent quelque chose qu'ils ont emballé. Et certes, même les vendeurs ne connaissent pas le contenu de ce qu'ils ont. Et vous voyez que c'est suffisamment grave. Quand on est dans un pays, nous devons nous respecter. Et il faut d'abord se respecter aussi. Quand on se respecte, on ne fait pas ce qu'ils sont en train de faire. Je crois. Oui. C'est pas normal. Et je crois que c'est à ce stade que nous sommes. Puisqu'en réalité, le président aurait pu promulguer, parce que c'est ça, non, en réalité. C'est déjà voté. C'est déjà voté. Il n'attend que la promulgation. Non. Oui. Dès lors qu'il a demandé la relecture, donc c'est dire que... Alors où en sommes-nous dans cette relecture? C'est fait déjà? Ils ne l'ont pas encore fait. Oui. Parce que le débat doit reprendre à l'Assemblée. Voilà. Moi, j'avais pensé, honnêtement, qu'en demandant une relecture, c'était une façon polie et sage de dire aux députés, ce qui se fait n'est pas bon. Attendez, il vaut mieux bien le faire. C'est ça. Après les élections, s'il faut passer par référendum, en expliquant au peuple le bien fondé, etc., des débats sincères, avec les différentes tendances possibles, donner les avantages, les inconvénients. Donc, c'est ce qui aurait dû se faire. Donc, j'avais pensé que c'était une manière sage pour le chef de l'État de dire on laisse tomber. Et j'avoue que j'en étais heureux. On laisse tomber le test ou bien pour l'instant, le processus? Oui. Le processus en attendant les élections législatives. Et j'en étais heureux et je l'en ai remercié également. Mais malheureusement... Certains de vos confrères, collègues, ont trouvé que c'était bien. Quand il a demandé la relecture. Donc ça pouvait être un moyen facile ou bien sage de laisser de côté le texte, parce que c'est un texte polémique, c'est évident. Il faut peut-être un peu de sémantique. La relecture signifie quoi chez vous dans les textes de droit? La relecture des textes. La relecture, vous voyez, quand le texte est adopté et qu'on l'envoie au président de la République, il a plusieurs possibilités. Où il dit, ce texte pose problème. Je pense peut-être que ce n'est pas conforme à la Constitution. Et il renvoie ça à la Cour constitutionnelle. Il a cette possibilité. Il n'est pas le seul. Je crois un cinquième ou des députés aussi pourraient le faire. Il peut dire,
ce texte, ce n'est pas simplement une question de constitutionnalité. Je trouve qu'il pose un problème plus sérieux. Messieurs les députés, relecture. Voilà. Cela voudrait dire, vous devez reprendre le texte. Retoucher les choses. Faire le débat. D'accord. Pour voir s'il n'y a pas lieu de modifier un certain nombre de choses. Ou peut-être même de le mettre totalement, de l'abandonner. Et vu les problèmes que cela pose, cela aurait été une occasion pour les députés d'abandonner le texte s'ils n'avaient pas d'autres préoccupations. Voilà. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que le bureau de l'Assemblée retourne voir le chef de l'État qui leur dit, écoutez, par communiqué, je suspends le processus électoral en cours pour vous donner le temps de modifier cette constitution avant de reprendre. Et c'est un acte suffisamment grave. C'est un acte suffisamment grave. Donc la consultation ne vous a pas touché, ne vous a pas concerné, vous les politiques? De toute façon, je n'ai eu aucune Quand on parle invitation. des groupes organisés, qu'est-ce qu'on a entendu par là? Ce sont ceux qui l'ont dit, qui savent quels sont les groupes organisés. Parce qu'ils savent qu'ils ne voulaient pas écouter tout le monde. Je crois qu'ils sont allés à l'université, si je ne me trompe pas. Oui. Et les étudiants, ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Ils sont allés vers les chefs. Certains chefs ne sont pas d'accord, traditionnels. Certains chefs ne sont pas d'accord. Mais les chefs ne représentent pas toute la population togolaise. Oui, loin s'en faut. Il y a des débats citoyens qui sont organisés et auxquels vous avez brillé par votre absence. Hein. Et quel le débat citoyen, ce qui a été organisé à l'hôtel de février, je crois. Ce n'est pas un débat. Ils m'ont consulté. Je leur avais dit que ce qu'ils faisaient était anormal pour 3 raisons. Première raison, je leur ai demandé s'ils avaient le texte. Ils m'ont dit non. J'ai demandé aux journalistes, est-ce que c'est professionnellement pertinent de débattre d'un texte au fond alors que vous n'en avez pas le contenu. Et je lui ai dit, s'il faut un débat, il faut que ce soit un débat strictement juridique. D'abord. Oui. Écarter les hommes politiques. Combien de personnes vous invitez? Il me dit une douzaine. Comment pensez-vous que 12 personnes pourraient suffisamment débattre et aller au fond des discussions? Ou je veux dire, imaginons que nous soyons les débatteurs, qu'est-ce qui va se passer? J'envoie un argument, vous contestez. Vous envoyez votre argument, je conteste. Ainsi de suite. Il y a l'heure de sourd finalement. C'est comme ça. Tout au moins, ça permet d'aller au fond des choses. Je lui ai dit un débat à 12, ce n'est pas pertinent pour moi. Et je lui ai suggéré de prendre 2 du côté de ceux qui soutiennent le projet. D'accord. 1 ou 2 de ceux qui sont contre le projet. Qui est un débat véritablement approfondi. Je lui ai suggéré d'écarter les politiques. Et qu'on fasse des spécialistes d'abord. Des spécialistes. Des techniciens, oui. Et je lui ai dit, s'il le veut, je suis partant. Sinon, le folklore qu'ils veulent organiser ne m'intéresse pas. Voilà, le folklore ne m'intéresse pas. Et la troisième raison, je leur ai dit, avant même de parler de la question de fond sur la pertinence de ce régime, il faut même se demander si l'Assemblée a compétence pour le faire. Il y a un problème de constitutionnalité. Vous nous amenez au fond, donc pour prendre position sur les mérites du régime parlementaire, alors que l'Assemblée n'a pas le pouvoir de faire un tel changement. Donc, ce sont les 3 raisons. Et je suis toujours partant si les partisans donc, de l'introduction de ce régime parlementaire veulent qu'on en débatte. Je suis partant et il faut qu'on parle d'abord de la constitutionnalité de leur démarche et ensuite du contenu de ce qu'ils proposent. Espérant qu'ils me donneront en ce moment la bonne version des textes. C'est ça. Voilà. Bien, merci, professeur Olo. Vous êtes mon invité, secrétaire national du PSR. Vous êtes professeur de droit à l'université. Nous parlons de la nouvelle constitution en attente de promulgation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps chez nous au Togo. Est-ce que ça veut dire que l'opposition, finalement, qui ne se retrouve pas dans cette nouvelle monture, en tout cas dans cette volonté de changement, de réforme, est-ce que l'opposition pense qu'il ne pourrait jamais avoir la majorité après pour diriger? Non, ça n'a rien. De quoi avez-vous peur? Ça n'a rien à voir. Même si j'étais de la majorité, il faut faire les choses dans les normes. Vous ne pouvez pas violer la constitution existante pour introduire une nouvelle constitution. C'est d'abord une question de principe. L'Assemblée n'a pas compétence pour le faire. Ensuite, si on doit le faire, c'est le peuple qui est souverain.
il faut que ce peuple soit suffisamment éclairé afin qu'il puisse prendre une bonne décision. Même si nous étions majoritaires à l'Assemblée à 80%, je crois que je serais contre la procédure initiée. Donc pour moi, ce n'est pas une question simplement parce qu'on craint de ne pas avoir la majorité, mais sur les principes, ce n'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est moins la chose en elle-même que la manière que vous critiquez, c'est ça? Quand vous regardez de près, j'ai avancé plusieurs arguments. Tout à fait, oui. Actuellement, et qui ne sont pas favorables, à mon avis, au régime parlementaire. Oui. Le régime présidentiel ou semi-présidentiel pourrait aussi avoir ses inconvénients. C'est possible. Je dis peut-être que chaque régime a ses avantages. Chaque régime a ses inconvénients. Mais avant de remettre en cause un régime, il faut s'assurer que les problèmes que nous vivons résultent de ce régime. C'est ça. Actuellement, ce n'est pas le cas. Voilà. D'où plusieurs actions que vous êtes en train de mener, des manifestations de rue en prévision, des manifestations interdites par les autorités. Oui, mais nous les avons maintenues. Cependant, aujourd'hui, nous avons, quand bien nous l'avons maintenu, pour le principe, pour dire que ils n'ont pas le droit d'interdire cela. Pour le principe, nous avons donné instruction à faire qu'on évite tout débordement. Donc, sur les lieux même de rassemblement, nous avons demandé aux militants de faire profil bas et de ne pas chercher véritablement à s'attouper pour qu'il y ait affrontement. Cela ne veut pas dire que nous allons toujours continuer à nous comporter comme ça. Vous avez vu, ils ont dit que nous nous sommes préparés pour aller attaquer le domicile des ministres et des députés, etc. On s'est dit peut-être qu'ils se sont déjà préparés pour faire de tels actes et nous les imputer. Pour cette raison, faisons attention pour ce premier jour. Ce sont des mesures de précaution que nous avons eu à prendre. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu mouvement de foule aujourd'hui. Et nous espérons qu'ils ont compris que nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement. Et nous espérons qu'ils ont compris que nous avons tous intérêt à éviter vraiment des dérapages. Ce que nous pouvons faire... nous entrons en campagne déjà, ça ne doit pas compromettre... S'ils renoncent à leur procédure, à leur projet, nous n'avons aucune raison de continuer les manifestations, parce que la campagne a commencé. Mais s'ils décident de poursuivre cette procédure de modification constitutionnelle en violation des textes, eh bien, malgré la campagne, nous n'oublierons pas la campagne, mais nous reviendrons pour protester. Voilà. Donc, on n'a aucune raison à continuer les manifestations s'ils renoncent à leur projet et que je considère, que j'ai qualifié, j'assume, d'incestueux en réalité. Voilà. Autre action, il y a eu cette lettre ouverte directement adressée au chef de l'État, signée par une cinquantaine d'universitaires. C'est aussi une première, parce qu'on a vu ce qui s'est passé ailleurs au Sénégal, où d'enseignants d'université au haut rang se sont 47 enseignants au moins ont signé. Et parmi les signataires, vous trouverez des gens d'un parti politique et des gens d'une grande qualité, je vais dire scientifique. Beaucoup ont eu à signer ce document. Ce qui voudrait dire manifestement que ce qui se fait n'est pas bon. Et je peux vous dire aussi, avec sincérité, qu'il y en a plusieurs autres, des dizaines, qui sont entièrement d'accord avec ce qui est écrit, mais qui ont préféré ne pas signer. Certains disent, j'ai peur, ma famille. Des collègues enseignants universitaires? Des collègues enseignants. C'est une trahison. Je sais que plusieurs d'entre eux m'écoutent, ils peuvent m'en vouloir. Lorsqu'on sait ce qui est bon, surtout lorsqu'il s'agit des affaires collectives, je peux décider de renoncer à mes droits. Mais lorsqu'il s'agit des affaires qui concernent toute la nation, vous êtes convaincu que ce qui se fait n'est pas bon. Mais vous dites, à cause de ma famille, je ne prends pas position. Ce n'est pas normal. C'est une façon, c'est une option, mais c'est une option blâmable. C'est une option blâmable. L'intellectuel est une lumière. Vous n'allez pas allumer une lampe et aller la cacher encore quelque part. Vous êtes là pour exprimer. Et le document publié, vous l'avez lu,
Est-ce qu'il y a eu des propos injurieux dans ce document? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est de dire aux gouvernants, dire à nos députés que ce que vous faites n'est pas conforme à la loi. Nous vous demandons d'arrêter. Quoi de plus normal? Quoi de plus, je vais dire, courtois? C'est un texte suffisamment courtois. Oui, dans d'autres cas aussi, il y a des intellectuels de haut rang qui ont donc pondu ce test. Et quel texte? Oui, le test en question. Constitutionnel? Constitutionnel, oui. Mais je vous l'ai dit, vous le savez vous-même, que beaucoup de ces intellectuels ne connaissent même pas le contenu de cette Constitution. Je ne me trompe pas. Beaucoup d'entre eux n'ont pas lu cette Constitution. Ils viennent défendre ce qu'ils n'ont même pas lu. Ils défendent l'indéfendable. Ce n'est pas normal. Et pour revenir, pour dire, beaucoup de nos problèmes en Afrique, c'est le comportement des intellectuels. Beaucoup peuvent se mettre au service, pas de la nation, mais des personnes. C'est dangereux, parce qu'ils sont la lumière. Quand ils disent certaines choses, la population est tentée de croire. Certains savent que ce qui se fait n'est pas bon. Mais pour des intérêts potentiels à venir, préfèrent se taire. Pour d'autres, je ne veux pas de problème. Je reste dans mon coin. Ce n'est pas normal. Un intellectuel, c'est une lumière. C'est ça. Et nous avons notre responsabilité. Il faut le faire en respectant toutes les parties. Il faut le faire en respectant l'autorité, en utilisant certains mots. Quand j'agis en tant qu'universitaire, il y a peut-être des mots que je n'utiliserai pas. Tout à fait, oui. Parce que je le fais en tant qu'universitaire. On ne vous demande pas de faire la politique. On vous demande face à des questions qui engagent l'avenir de la nation. Si vous avez les éléments d'information ou bien les éléments qui permettent d'éclairer le peuple, vous avez l'obligation de prendre position. C'est ça. C'est un éveil de conscience de nos universitaires, parce que pendant longtemps, il y a eu peu qui se sont prononcés ouvertement comme ça. 47, c'est déjà un pas. Je le dis pour encourager les autres à le faire également. Ce que je dis n'engage que moi, mais je l'assume. C'est comme ça que je conçois les choses. Oui. Voilà. Il ne faut pas que ce soit considéré comme un appel à la révolte. Non. Mais la révolte de l'intellectuel, c'est quoi? C'est parler, peut-être. Et le texte, tel que je vous le dis, c'est un texte suffisamment courtois. C'est un texte qui, je dis, est scientifique, d'un point de vue juridique. C'est un texte scientifique. Si d'autres veulent faire sortir d'autres textes d'un point de vue scientifique, à faire signer par d'autres collègues, ils n'ont qu'à le faire circuler également. Ils n'ont qu'à le faire circuler. Et donc, si on est pour ce texte, on refuse parce qu'on a peur de s'exposer, parce qu'on a peur peut-être qu'on n'aura pas certains intérêts, en ce moment, ça devient une trahison. Trahison de la nation. C'est ça. Professeur Olow, finalement, dans votre tête, quel chemin, finalement, pour sortir de crise, si on vous en demandait d'en faire? C'est simple. Le chef de l'État laisse poursuivre la procédure. C'est lui qui a finalement le dernier mot. Oui, les députés qui actuellement, leur mandat est fini, renoncent à la procédure. On va aux élections. Si après les élections, il y aura une majorité, s'ils tiennent véritablement au régime parlementaire, on réinitie une nouvelle procédure. Et si c'est le chef de l'État qui tient à ce régime parlementaire, mais il élabore un bon texte. Il prend le temps de l'expliquer à la population. 5 mois, 6 mois. Ensuite, on procède à un référendum. Si le peuple adopte cette constitution, qui suis-je pour que je m'y oppose? Tout à fait. Je ne peux pas m'y opposer. On laissera le peuple faire son expérience. Mais si le peuple dit non, eh bien, on laisse tomber. Mais actuellement, ce qu'ils font, c'est comme si on veut faire, ce n'est pas qu'on veut faire adopter au peuple, mais ils adoptent un texte à la place du peuple, au nom du peuple, alors qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Voilà. Est-ce que toute cette confusion, moi je dis qu'il y a confusion parce que ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, sur les chaînes, vos collègues qui expliquent le contraire de ce que vous dites, est-ce que tout cela n'est pas de nature à agir sur l'issue du vote? Avec le respect que je leur dois, ce sont mes amis, c'est vrai, mais quand on est des amis, quand ton ami fait mal, il faut lui dire que ce qu'il fait est mauvais.
C'est pour ça que je les ai appelés les marchands de la confusion. Oui, c'est sciemment qu'ils vendent cette confusion. Sinon, d'un point de vue strictement juridique, il ne devrait pas y avoir confusion sur ces questions, qui sont d'une clarté absolue. Oui, et qui, du point de vue du bon sens, tous les arguments que j'ai eu à invoquer ici, aujourd'hui, sont des arguments de bon sens. Le droit aussi, c'est le bon sens. Vous voyez, c'est ce qui fait quand nous enseignons à nos étudiants les commentaires d'arrêt, nous leur demandons de voir les portées pratiques des décisions qui seront rendues. Si on retient une interprétation, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sociologique, sur le plan humain. Vous voyez, c'est comme ça que nous procédons. Et il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas ici également. C'est ça. Voilà. Oui, oui. Je parle des retombées que ça peut avoir sur le scrutin du 29 avril. Ah, du 29 oui. Mais je crois qu'il faudrait qu'on puisse bien expliquer au peuple ce qu'ils ont voulu faire. Donc le langage de campagne va changer ou bien... Il faut forcément intégrer cet élément. Il faut forcément intégrer cet élément. Si moi j'étais électeur, et sans être candidat, puisque je suis candidat, forcément si je dois voter, je vote pour moi. C'est évident. Voilà. Donc, si j'étais électeur sans être candidat, moi je ne voterais pas pour quelqu'un qui aurait adopté cette constitution, sachant que son mandat a pris fin. Oui. Et je donne pouvoir à quelqu'un qui puisse me représenter. Et à la fin de son mandat, il dit, quand bien mon mandat a fini, je refuse de te retourner le mandat. Vous voulez que je vote pour quelqu'un comme ça? Ah, si moi j'étais simple électeur, je ne voterais pas pour les anciens députés qui ont voté cette loi. Voilà. Et comment vous envisagez la campagne? Calme? Comment vous la souhaitez? Nous le souhaitons vraiment calme. Parce que je suis convaincu d'une seule chose. Je n'ai qu'un seul pays, le Togo. Et toutes les fois que les choses se passent bien dans mon pays, je ne peux qu'être heureux. Tout ce qui est source de conflit, de tension, je fais tout pour l'éviter. Et c'est le sens parfois de mon engagement. De ce que je fais, on peut considérer parfois avec passion, etc. C'est de faire en sorte qu'on n'aboutisse pas vraiment à des situations de conflit graves. Voilà. Donc je souhaite que les choses se passent très bien. Avec un lendemain meilleur, n'est-ce pas? Forcément. Pour ces élections. C'est décisif finalement, hein, avec ce projet. Tout ce débat, ça devient décisif. Parce que si finalement ceux qui sont à l'origine de cette procédure, et s'ils venaient à avoir encore la majorité requise, je crois qu'ils vont modifier peut-être. En ce moment, ils diront que leur mandat est en cours. Et ils vont encore reprendre leur débat. C'est votre inquiétude? C'est l'une des inquiétudes. Mais je sais qu'ils n'auront plus cette majorité. C'est parce que l'opposition n'était pas aux élections qu'ils ont pu faire ce qu'ils sont en train de faire. Et donc... on n'est pas dans le secret des urnes, hein, donc on peut rien dans tous les cas, oui. S'il veut changer, il faut qu'il passe par un référendum. Et même si nous, à supposer que nous ayons la majorité qualifiée requise pour introduire une nouvelle constitution au Togo, et je dirais non, puisqu'il faut passer par un référendum. Voilà. Bien, merci François Olo pour ces échanges ici en studio sur ces faits marquants de l'heure. Cet entretien tire à sa fin. Avez-vous certainement un dernier mot? Pas en termes de campagne électorale en tout cas. Pas en termes de campagne, c'est vrai, c'est demander au peuple togolais d'être courageux et persévérant. Courageux et persévérant, ça ce n'est pas la campagne. Oui, et le peuple doit pouvoir défendre ses droits. Et ce n'est pas une affaire d'ethnie. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de classe sociale. Notre avenir, l'avenir de nos enfants en dépend. Arrêtons l'indifférence. Arrêtons la duplicité. Arrêtons l'hypocrisie. Quand c'est mal, quand c'est mauvais, disons que c'est mauvais. Et ensuite, en tant que frères, on s'embrasse et la route continue. Voilà. Comme quoi c'est un débat d'idées et non exactement. Des considérations ethniques que nous créons de façon artificielle le plus souvent. Puisque dans nos maisons, nous cohabitons. Nous cohabitons, mais il faut reconnaître que dans les mentalités, dans les esprits, ce problème existe toujours. Oui. Il faut l'aborder et trouver les solutions. La plupart du temps, les politiques esquivent la question. Je trouve que ce sont des questions qu'il faut aborder. Il faut dire qu'est-ce que nous reprochons les uns aux autres. Et si les politiques essaient de jouer avec, qu'on leur dise ça suffit. Et que faut-il faire pour qu'on n'aille pas dans ce sens? Rappelez-vous, lors des élections présidentielles, dans
mon projet de société, quand j'ai parlé de la refondation, j'ai mis l'équité ethnique parmi mes préoccupations. Et si moi, j'avais le pouvoir, si je devais modifier un jour donc cette constitution, j'inscrirais dans cette constitution cette exigence d'équité ethnique. De sorte qu'on débatte, qu'on sache ce que nous devons faire entre ethnies et ceci, et ça permettrait peut-être de clarifier ensemble ces préoccupations ethniques. Voilà. C'est notre pays la priorité, c'est l'intérêt général qui doit dominer la campagne donc, qui s'ouvre en ce samedi pour le vote du 29 avril. Nous souhaitons bonne chance à tout le monde, à vous qui êtes les concurrents. Merci beaucoup. Et que les électeurs sachent faire leur vote en toute liberté de conscience. Effectivement. Et pour que tout se passe bien, afin que le Togo puisse connaître des lendemains meilleurs plutôt que de discuter des questions qui nous font reculer. Ouais, et donc, qui nous empêchent d'aborder les questions essentielles du développement. Voilà tout ça. pour cette réflexion. Merci à vous une fois encore, professeur Locomé. C'est moi qui vous remercie. Pour ce temps passé en studio. Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de rencontre échange. À samedi prochain pour une réflexion. Pendant ce temps, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.